Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast de Division Canine. Donc, on est rendu à notre 5e épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, mon invité, c'est un invité spécial dont ça fait longtemps que j'ai envoyé l'invitation et évidemment, bon, des fois, il y a des circonstances qui font en sorte qu'on n'arrive pas à le faire. Mon invité, c'est Simone Raffa, de Main de Maître et d'Évolution Canine. Et la mission derrière ce podcast, c'est de pouvoir démontrer aux gens que même si nos méthodes ne sont pas nécessairement en accord, que c'est important de maintenir un respect et d'être en mesure d'avoir une conversation parce qu'il y a un humain derrière le travail qu'on fait. Et puis aujourd'hui, en fait, la conversation a été tellement extraordinaire. On a réussi à toucher à plusieurs points, plusieurs sujets aussi qui parfois peut être difficile de discuter. Développement personnel, c'est quoi le cheminement de Simone au travers de son entreprise. Et puis, on parle même de sujets aussi chauds que l'euthanasie de certains chiens. Et puis, à ce moment-là, je vous invite à juste regarder ce podcast-là avec autant de respect que moi. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez ce genre de podcast. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous en offrir tout plein d'autres dans différents sujets. Donc, ma première question pour Simone, c'était « C'est qui Simone? » Je vous invite à l'écouter. Ben, premièrement, merci de m'avoir invité. Deuxièmement, merci pour ton ton enjoué, les yeux pleins d'étoiles. Donc, ça me pousse à vouloir donner plein de détails croustillants au courant de tes questions. Puis pour répondre à ta première question, ben, qu'est-ce qui m'a poussé à partir de mon entreprise, à commencer dans le domaine canin? Ben, c'est avec un chien personnel. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs canins que ça a commencé aussi de cette façon-là. Donc, c'est assez rare qu'on n'avait pas de chien et on est devenu éducateur canin. Donc, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais peut-être 17 ans, j'ai adopté un chien qui avait beaucoup de problèmes de comportement, qui était réactif, qui avait quand même des problématiques au niveau de l'agression avec les nouvelles personnes. Puis au final, ben, je l'ai fait euthanasier. En fait, je l'ai apporté dans un refuge, mais je suis pas mal certaine qu'il s'est fait euthanasier, donc on va pas se faire de cachette là-dessus. Puis ça, ben, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et par la suite, ben, quelques années plus tard, ben, je me suis dit, ah, ben, j'aimerais vraiment ça avoir un autre chien, mais je me sentais vraiment effrayée à l'idée que le même genre de situation se reproduise. Puis même, entre-temps, avec mon premier chien, j'avais quand même pris des cours avec un comportementaliste qui venait à la maison. Tu sais, j'avais 17 ans, mais je payais les cours du professeur privé. Puis Ouais. finalement, ça a quand même mal fonctionné. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, OK, je veux un autre chien, mais j'aimerais ça pas recommencer ces mêmes erreurs-là. Donc là, je me suis dit que ben, la meilleure stratégie, ça serait sûrement de prendre un cours pour devenir éducateur canin. Comme ça, ben, en même temps, j'aurais les trucs pour m'aider avec mon prochain chien. Et en même temps, ben, ça me permettrait peut-être de par la suite pouvoir moi aussi aider d'autres personnes. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti. Puis là, j'ai fait ma première formation en comportement canin, qui était vraiment les méthodes traditionnelles, mais traditionnelles, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune chance que le chien puisse exister à titre de chien. Tout ce qui doit être, c'est notre robot et ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre, ne pas avoir d'enthousiasme ni de vie. Donc, s'il est mort à l'intérieur, c'est très bien. Donc, moi, c'était un peu les méthodes avec lesquelles je suis partie. Puis, on va y revenir plus tard, mais ça explique beaucoup de choses aussi par la suite. Puis je pense que ça explique beaucoup de choses aussi dans le domaine canin par rapport au, au manque d'acceptation par rapport aux aversifs. OK? Mais ça, je sais J'aime que le point. tantôt, on va s'en reparler. Oui, Puis sinon, ben, à la base, tu sais, je viens d'un tout autre domaine, c'est-à-dire que j'ai étudié en art et en graphisme. Puis, complètement à l'opposé. exactement. Puis au départ, ben, quand j'ai fait cette formation-là, par la suite, je me suis dit, ah, ben, ça pourrait être mon emploi d'été. Puis j'ai parti ma compagnie et finalement, ben, ça a super bien fonctionné. Donc là, je me suis dit, ah, ben, je vais prendre une pause pendant 6 mois, pendant une session, pour être en mesure de développer encore plus ma compagnie et que par la suite, ben, ça roule encore mieux. Puis que j'ai moins de gestion à faire. Je sais pas dans quel monde j'étais, de me dire que j'aurais moins de gestion à faire avec ma compagnie. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est parti. Finalement, ben, je suis jamais retournée aux études. J'ai juste tout le temps continué. Puis les seules études que j'ai fait, évidemment, ben, c'est en comportement canin par la suite. Mhm. Donc voilà, par la suite, ben, tu sais, je dirais que j'ai parti mon entreprise au mois de mai 2013. Puis au mois de février, j'engageais déjà une seconde personne. Puis par la suite, je pense qu'un an après, on était rendu déjà trois ou quatre. Donc ça a été très, très rapide là, pour que ça fonctionne.
Fait que l'ascension a été vraiment rapide. On a parlé un peu du bagage, justement, là, de où qu'on part. Ça me fait rire parce qu'on part tout avec un chien problématique, là. Hein. Je pense que tout le monde a un peu la même histoire. La seule différence, par contre, c'est qu'il y en a qui sont curieux de vouloir comprendre un peu plus. Je pense que juste de dire, ah, ben, il y a un problème, puis si le problème, c'est pas moi, là, tu sais, ça reste quelque chose qu'on veut développer. Dis-moi, qu'est-ce qui, là, je vais peut-être mélanger les questions, là, j'espère que tu es bien avec ça, là, mais qu'est-ce qui t'a apporté le changement radical de partir d'une méthode qui est plus traditionnelle à une méthode qui est un peu plus en renforcement positif, d'aller chercher des recherches, de vouloir creuser plus loin? Parce qu'on s'entend que le bagage marketing, c'est pas du tout un bagage scientifique. On est loin de la science nature, là. On est loin déjà dans le monde scientifique, là. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ça? Ben, pour mettons, l'énoncé que tu as mentionné concernant le fait que le marketing, c'est pas scientifique. Dans les faits, pour moi, c'est comme purement mathématique, tout comme, par exemple, l'entraînement canin. Mais ça, on pourra en reparler tantôt. Ben, Mais autrement, c'est le changement de méthode, des méthodes traditionnelles vers le renforcement positif, il s'est fait de façon assez rapide. C'est-à-dire que je pense que j'ai peut-être pratiqué 1 an et demi en méthode traditionnelle uniquement. Puis c'est vraiment à une époque où il y avait vraiment moins d'accès aux formations, là. C'est pas comme mhm, aujourd'hui. Il y avait quelques formations au Québec seulement. Les formations en ligne, c'était pratiquement inexistant. Puis, qu'est-ce qui me poussait à changer, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était toujours les mêmes diagnostics et toujours les mêmes réponses. C'est-à-dire, ben, le problème, c'est que le chien est dominant et la réponse, c'est de faire de l'obéissance et éteindre le chien. C'était un peu ça, ouais, sincèrement. Donc, mm, on tourne en rond avec le chien, on l'éteint et finalement, ben, le fait qu'il soit éteint en entraînement se transpose aussi à la maison, donc ça fait en sorte qu'il est plus facile à gérer. OK? ouais. Euh, puis ça, ben, je trouvais que euh, ça avait pas le niveau de complexité que ce que je crois que les chiens méritent. Puis je voyais aussi sur, par exemple, YouTube, dans le temps que il y avait des gens qui faisaient plein de choses avec leurs chiens que moi, j'aurais jamais su faire, ni même comment expliquer. Donc là, ben, je me suis posé beaucoup de questions, puis c'est pour ça que j'ai été à la rencontre de d'autres entraîneurs, que j'ai pris des cours, puis finalement, ben, que j'ai vraiment fait un changement de paradigme, un saut dans d'autres méthodes. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est produit. Donc, je sais pas si tu as d'autres questions plus spécifiques. Mais je trouve ça intéressant que t'apportes, Simone, le fait de... Moi, je viens du monde traditionnel aussi au départ, avec mon Jack Russell, qui était pas nécessairement une problématique. Puis par la suite, je détestais juste qu'on brasse le chien. C'est vraiment quelque chose qu'on dirait que ça vient me chercher par en dedans. Fait que quand j'ai eu la réflexion, justement, moi aussi, dans le même bagage, il n'y avait pas de formation en ligne. Fait que tout ce qui restait, c'était YouTube, là. Regarder puis essayer de voir qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Puis, ce que je trouve bien, Simone, c'est que dans ton entreprise en 2013, tu as réussi à développer vraiment une belle place stratégique au niveau du marketing, sûrement un peu ton bagage marketing et les mathématiques que j'ai hâte d'entendre parler un peu plus tard. C'est quoi la mission derrière, je vais dire derrière Simone, parce que au début, j'avais derrière ton entreprise, mais c'est Simone, tu sais, qui a la mission derrière. C'est quoi la mission d'Évolution Canine, ta mission à toi au niveau du domaine canin? C'est quoi qui te drive, tu sais, qui t'amène là, à vouloir pousser plus loin, là? Ouais. Ben, tu fais bien de poser la distinction entre Simone et Évolution canine. Donc, pour Évolution canine, ben, j'aurais vraiment la réponse corporate, en quelque sorte, qui est Yep. réelle, qui est ben, d'aider les chiens, d'aider les gens, de faire en sorte que les gens aient accès à des ressources, soit pas très chères, soit relativement accessibles, donc de pas tomber dans une augmentation des prix incessante parce qu'on pourrait très bien le faire. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile des fois de voir que, par exemple, Hmm. un professionnel vend une consultation à 300 $, comme je trouve que pour 1 heure de Hmm. consultation en ligne, je trouve que ça n'a aucun sens, même si on peut se le permettre. Hmm. Euh, donc voilà, donc il y a vraiment ce désir-là, ce besoin-là d'aider à ma façon, peu importe qu'on dise que j'aide ou non, selon les méthodes. Puis sinon, ben, du côté plus personnel, ben, justement, ben, tu avais une question qui était ben, qu'est-ce que ça t'apporte toi au niveau personnel? Ben, au niveau personnel, ben, ça me permet vraiment de me développer. Comme le métier d'éducateur canin, c'est hyper vaste. Il y a vraiment plein de champs d'études possibles. Donc, oui, il y a le volet comme technique, entraînement, qui est vraiment intéressant, mais il y a aussi tout ce que ça nous apporte au niveau du développement personnel, au fait d'apprendre à mieux se gérer nous-mêmes, parce que gérer des êtres vivants, ben, on en fait aussi partie. Donc,
côté personnel, moi, ça m'apporte plein de choses. Donc, je trouve que j'en profite bien au-delà de l'argent que ça peut apporter. Donc, oui, j'ai des chiens, mais ça me permet aussi de grandir par le fait même, là. Puis, Donc, ouais. si on avait, par exemple, des choses à relever du développement personnel, donc quelle est la chose la plus marquante au niveau de ton développement personnel que l'entraînement canin a apporté? Je pense qu'on pourrait plus le remarquer ou le dire aujourd'hui, mais une année avant de démarrer mon entreprise, je me rappelle, j'étais au cégep. Ben, si j'avais à présenter, donc de faire une présentation orale, je pleurais devant tout le monde. Ah mon Dieu, ça paraît plus du tout. Puis C'est maintenant, vraiment ben bon. sincèrement, je suis vraiment de marbre, qui a 100 personnes, 500 personnes. Oui, ça se peut que j'aie un petit stress, mais qui va s'évaporer très rapidement, qui va pas m'empêcher de faire quoi que ce soit et je vais surtout pas pleurer. Donc, je dirais que ça m'a vraiment appris à, euh, premièrement, ben, parler aux gens, parler en public, mais aussi que ça m'a appris à gérer mon stress Mhm. de façon assez efficace parce qu'entraîneur canin, ben souvent on a notre entreprise. Donc à ce moment-là, on a plein de défis à relever et c'est incessant, là. Donc si on se dit qu'un jour on n'aura plus de problème avec notre entreprise, on se met à nous-mêmes. OK? Donc à ce moment-là, Oui. ben ça nous pousse à être très, très, très résilients. Donc je pense que ça a aussi créé cette force-là chez moi avec le temps, là, le fait de d'être entraîneur canin, mais aussi d'avoir mon entreprise. Donc voilà, je dirais que le point de la gêne en public, ça, c'est assez disparu, là. Voilà. Wow, vraiment. Puis est-ce que dans ton cheminement par rapport à la gêne, est-ce que on a parlé un peu des défis, là. Je peux me mettre à ta place aussi. Les défis de l'entreprise, on dit toujours qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un dans le chaos qui drive, là, qui est comme, amène-en, nous, on fait juste de la gestion de problématiques à longueur de journée. Fait que, en plus d'être un entraîneur canin, veut pas, on a la problématique du client qui arrive avec, ou faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire, le client, faut regarder qu'est-ce que le client est capable de faire, mais tout l'aspect entreprise en arrière, ça faisait partie d'une question que tu sais, j'avais, on va sauter tout de suite. Qu'est-ce que tu détestes du métier? Tu sais, puis je peux partager mon point aussi par la suite, là, qui est vraiment Oui, difficile. Ben, parce que je pense qu'on a pas mal le même point, là. Parce que souvent, on embarque dans le métier en disant, je vais jouer avec des chiens, je vais entraîner des chiens, ça va être le fun. Et là, on veut vivre de ça, de la passion et tout ça. Puis finalement, on se rend compte que, oh boy, il y a un autre volet qu'on avait comme oublié et qu'on embarque ouais, dans le bateau sans nécessairement être préparé. oui. Ben, tu sais, il y a tout le volet qui est absolument pas de l'entraînement ou du contact avec les gens, qui est, par exemple, le volet administration. OK? Où là, on va faire de la comptabilité, on va s'occuper de notre marketing, on va peut-être s'occuper d'engager des gens ou de gérer des gens. Bref, tout ce qui est du travail administratif de bureau, je déteste ça. Et maintenant, ou en fait, c'était plus le cas par le passé parce que là, j'ai acheté un local, j'en ai fait un centre canin, donc ça me permet d'être vraiment plus sur le terrain. Mais sinon, pendant un moment, surtout pendant la pandémie, j'étais uniquement tout le temps à la maison devant un écran. Donc là, j'ai vraiment développé une phobie de l'écran, là. Donc, je suis absolument tannée de ça. Puis il y a tous ces moments-là et les moments de déplacement. OK? Donc ça, je pense que tous les éducateurs canins qui font des consultations à domicile, ils vont le vivre à un certain moment, c'est-à-dire qu'on Ouais. fait souvent plus de déplacements que de consultations. Donc, au final, c'est vraiment taxant, là. C'est vraiment difficile. Donc, il y a toute cette partie-là admin que j'aime pas. Puis sinon, mais il y a toute la partie aussi sur le terrain ou avec les gens et les chiens qui est pas non plus tout le temps facile. Mhm. Donc, moi, un truc avec lequel j'ai vraiment de la difficulté, c'est quand les problèmes des humains interfèrent avec ce que je peux faire pour les aider ou les problèmes du chien. OK? Par exemple, ben, s'il y a des problèmes de communication dans la famille, OK? Puis là, les gens, ils s'entendent pas, ben moi, j'ai l'impression que ça me concerne pas. Oui, définitivement, je peux établir un plan de match, mais quand ça semble être des problématiques sous-jacentes plus importantes, systémiques, qui ont l'air Ouais. de relever de l'aide psychologique plus que de l'entraînement canin, ben ça, je dois avouer que j'aime vraiment pas ça. Ça m'est déjà arrivé de rembourser un client à cause de ça. Je me suis juste dit, ben moi, j'ai pas envie de gérer ça. Mais C'est c'est trop bien d'être difficile. en mesure.
Pardon? C'est bien d'être capable de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient continué. À un moment donné, il y a un côté honnêteté là, dans le travail qu'on doit atteindre, je crois, ou du moins qui devrait être un standard. De dire, moi, je suis pas à l'aise de le faire, puis de rembourser ton client, ça demande quand même une certaine humilité, là. Ça demande beaucoup d'authenticité pour toi-même aussi, là. Oui, il y a un côté humilité, mais tu sais, il faut aussi passer par-dessus un certain stress parce que c'est juste de dire au client, ben écoutez, moi je suis désolée, ben de sans cesse vous entendre vous engueuler pendant les consultations, ben Oh mon moi Dieu. j'ai pas l'impression d'aider, puis là vous jetez votre argent par les fenêtres. Donc donc ça définitivement Chapeau. c'est des choses qui peuvent arriver. Sinon il y a tout ce qui a rapport aux émotions humaines qui sont fortes. Mm. Je vais savoir les gérer, mais je dois avouer que je trouve que c'est plus difficile. Par exemple, les gens qui vont pleurer en consultation, qui vont être Ouais. hyper anxieux, donc vraiment qui vont vivre des émotions fortes, ben ça, j'ai l'impression que ça peut venir en quelque sorte interférer aussi avec qu'est-ce que je peux faire pour les faire grandir dans leur relation avec leur chien, étant donné que ben il y a des problèmes qui sont sous-jacents qui doivent être traités. Parce que Ouais. parfois, ben, je pense que les gens ont des problèmes d'anxiété généralisée, de dépression, Mm. de choc post-traumatique, puis ça vient vraiment par la suite un peu parasiter leur relation avec leur chien parce que Ouais. je suis convaincue que parfois il y a des choses qui sont vraiment pas si graves que ça, mais que là, ça devient un drame, OK? À cause de problèmes du genre. Là. C'est pas parce que ton chien a jappé une fois au bout de la lettre que tout l'entraînement est terminé, C'est ça va vrai. bien aller. Donc, Mais en même temps, ça, c'est un côté entrepreneur. Vu qu'on est toujours un peu dans le chaos, il y a beaucoup de choses qu'à un moment donné, on fait comme, hey, sérieux, c'est vraiment pas grave. Tu sais, genre, ça va. Il y a une affaire aussi. Il y a quelque chose que les gens comprennent moins en consultation, c'est que d'un point de vue, nous, on voit la picture finale. On voit la finalité de ce qu'un comportement qui a été travaillé peut arriver. Ce que la personne, elle a tout mis toute sa confiance en toi, puis elle dit, faut que tu fasses quelque chose. Nous, on a une pression parce qu'on veut faire quelque chose ici. oui. Mais c'est vrai que de gérer tout ce côté-là humain, moi j'arrive quand même. Le côté anxiété, ça va. Je dirais que le côté que j'ai le plus de difficulté, c'est l'anxiété. Les gens mais maintenant je suis mieux là, mais les gens qui partent en vrille, là, c'est dans la panique générale, là, puis que ça fait deux, trois fois qu'on les rassure, puis qu'ils sont juste inirrassurables. Il y a rien à faire, ça marche juste pas. Eux autres, je les trouve vraiment plus difficiles. Sinon, je sais pas pour toi là, mais les chicanes de couple, là, où est-ce que les Mhm. couteaux volent bas, là, des fois, là, on a comme envie de faire comme, celle-là était basse, hein? On a envie d'interférer, faire comme ça, là. Vous avez pas envie de gérer ça chez vous, là. Venez gérer après. Moi, c'est ceux-là que j'ai plus de difficultés, là, les couples qui s'ostinent. Hein. Et, dis-moi, Simone, est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens, c'était pas de voir tes questions, mais je pense que c'est important de l'apporter dans le sujet. Les gens qui arrivent avec, si on fait rien maintenant, genre le chien il est mort là. Tu sais l'espèce de toujours accoudé au mur, de dire ben t'es comme ma dernière ressource, puis mais ils ont pas la patience de mettre en application. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ben là on fait ça, mais sinon on va l'euthanasier le chien. Là. Un peu nonchalant, un peu j'ai envie de travailler. Jamais investi à 100% cette clientèle-là. Moi je trouve ça vraiment difficile à travailler avec les clients. C'est comme si j'avais pas de marge là. Oui, en effet. Donc, c'est pour ça que personnellement, ben, c'est des clients que je choisis de ne pas prendre. Et c'est pas Ouais, parce que ça me stresse de me dire, oh, le chien va peut-être être envoyé en refuge ou euthanasié. C'est tout le temps une possibilité quand on entraîne des chiens que finalement ça finisse mal avec le propriétaire et le chien. Ce ouais, que j'aime pas, ben, c'est des gens qui se sont rendus là et qui maintenant mettent la pression aux autres. Ça fait longtemps là, ouais. que les problématiques étaient là. Donc, moi, je me dis immédiatement Bon que c'est des point. gens avec qui je vais pas m'entendre. Je comprends que des fois, il y a d'autres situations qui peuvent arriver, mais je sais que typiquement, ben, c'est des gens qui vont beaucoup me prendre, très peu appliquer qu'est-ce qu'on va leur donner comme Mm. conseil, et finalement, que ça va pas vraiment avancer. Donc, Ouais. au final, ben, qu'est-ce que je vais arriver à faire réellement? Ben, je trouve que ça risque d'être plus limité pour le nombre de consultations que je prends. Ben, j'aime mieux sélectionner des gens qui sont motivés. J'ai cette possibilité-là de faire ça. Je sais que c'est pas tous les entraîneurs qui ont la Mhm. possibilité, mais si on a la possibilité à un certain moment, je pense juste que ça préserve notre amour du métier parce que ça, c'est définitivement un aspect qui peut être hyper drainant de toujours être acculé au mur par Mhm. des menaces, par des cas que si ça se passe pas Ouais. bien, que le chien risque d'être euthanasié. Ben, je pense que c'est comme une bonne recette pour le burn-out. Donc, après, comme un burn-out, je me tiens loin de la recette. Voilà. Je pense que tous les gens qui travaillent dans le domaine canin depuis, là, je vais parler 10 ans et plus, là, je pense que
tous confondus, on passe un moment ou un autre par un burn-out. À un moment. Et moi y compris, là. C'est souvent, c'est effectivement, c'est le ce qu'on veut faire versus ce qu'on doit faire. Et là, trouver notre énergie là-dedans entre quel est l'équilibre, là, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis le domaine canin est un domaine extrêmement exigeant sur plusieurs facettes. Au niveau de l'énergie, là, c'est extrêmement drainant. On travaille avec l'humain, on travaille avec du chien. Des fois, le chien, je sais pas pour toi, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Je file le chien. Fait que là, il devient full over the place de faire comme, OK, c'est moi, faut que je gère la situation. Ça me demande beaucoup d'énergie. Combien de consultations arrives-tu à faire par jour ou est-ce que tu en fais à tous les jours ou pas du tout? Des fois, ça peut être bon d'en parler justement pour les gens qui veulent faire le métier. Tu sais, comment ça fonctionne, là? Ben, je pense que au-delà de 3 consultations par jour, tu sais, si on se tient Mm. à, par exemple, ça dépend combien de temps durent les consultations, Ouais. mais si on a des consultations qui durent entre 1 heure et 1h30, moi, je fais plutôt du 1h30. Je trouve que c'est vraiment drainant et vraiment difficile de maintenir un rythme constant au-delà de 3 consultations par jour. Je trouve que 3 consultations par jour, c'est le bon niveau pour être capable de tout le temps pouvoir se donner au maximum jour après jour sans que ça soit trop puis que finalement on en finisse épuisé. Donc Incroyable. donc À trois moi mois aussi. personnellement, je Mm. donne plus 3 consultations par jour. Ouais. Donc essentiellement, je donne des cours de groupe puis je donne des Ouais. consultations ici et là. Mais sinon, il y a déjà eu une époque lointaine où je donnais 20 consultations par semaine, Mm. tout le temps, puis à domicile en plus. Donc, c'est aussi une autre paire de manches quand on se déplace. Ben, c'est ça. C'est pas pour rien que je l'ai fait quand j'avais 20 ans, là. Je pense que là, à ce moment-là, on a plus d'énergie, puis on peut dormir 3 heures, on est correct. Mais maintenant, c'est Ouais, plus le non, cas. non, 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 totalement. Puis honnêtement, je suis d'accord avec toi si on s'investit à 100% avec le client, puis que veut pas, on échange notre savoir, puis notre présence aussi dans un sens que si on veut être présent à 100% avec chaque personne, moi aussi je suis à 3 puis 3 j'étire un peu la sauce honnêtement quand on travaille vraiment bien avec des clients. Surtout des clients qui sont les cas sont lourds, là, l'agressivité, l'anxiété, on a plusieurs points, puis les gens n'ont pas nécessairement de bagages, les commenter, nous on dit les petits greens, là, ils n'ont pas de bagages, fait qu'il faut vraiment partir à zéro, leur donner tout le bagage, construire les exercices, construire tout ça, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, moi aussi, à 20 ans, là, je pourrais, pull pas de tête, là, consultation gauche à droite, puis on en faisait, puis on en faisait, puis on en faisait. Des cours au travail, des pensions indiques, ça avait aucun bon sens. Aujourd'hui, on fait juste me le dire et le cœur me lève quasiment. C'est un no-go, je ne retourne pas là. Euh, on va tomber dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment envie d'en jaser un petit peu plus. Simone, au départ, nous, on a déjà jasé ensemble, ça avait pas très bien fini. La Non? conversation, on avait juste pas, j'avais juste fait comme, j'embarque pas là-dedans. Euh, on avait vraiment des idéologies et des idées complètement différentes au niveau de l'entraînement. Finalement, Simone, je te lève mon chapeau parce que tu es venue me voir pour apprendre sur certaines choses différentes que tu avais envie d'apprendre. Puis on a discuté par rapport à la science, on a discuté par rapport à l'entraînement. Finalement, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun sur beaucoup de points. C'est-à-dire, on aime le concret, mais on aime aussi la science, on aime comprendre, on aime apprendre. Je pense qu'on fait partie des gens qui ont toujours un livre proche à lire, apprendre la résilience de vouloir développer des aptitudes, la résilience de dire, ben, regarde, si je suis pas capable, ben, je vais trouver une façon où ça fonctionne. Fait que ça, on a vraiment beaucoup de points en commun. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'il était avec moi en podcast. Puis que je trouve qu'il faut apporter ça dans le domaine canin, c'est de l'ouverture. Que peu importe si les personnalités sont pas nécessairement, ils ne pas nécessairement, il y a quand même des points communs que tout le monde en a, c'est qu'on aime les chiens. Puis on va parler de science, tout dans le respect. Puis je veux que ce soit un exemple pour tous les gens qui travaillent dans le domaine canin parce que t'es pas obligé d'avoir raison dans le domaine canin. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir de l'ouverture puis de vouloir apprendre le point de vue. Puis si ça te convient, ça te convient. Puis si ça te convient pas, mais on n'est pas obligé d'être en réaction. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris dans mon développement avec les chiens, c'est qu'on n'est pas obligé d'être réactif à toutes les situations. Donc, dis-moi, Simone, pourquoi as-tu besoin d'être backé par la science en tant qu'entraîneur spécialiste en comportement canin? Qu'est-ce qui t'oblige ou qu'est-ce qui te demande d'être backé par la science? Mais avant de répondre à ta question, c'est peut-être là où on va commencer à finalement moins bien s'entendre. Je vais Yeah. juste repenser à un autre point que tu as nommé. Oui. Tu as mentionné juste avant que lorsque tu étais plus jeune, ben, que tu étais plus militante. OK? Je pense que quand on Oui. est plus jeune, on a Ouais. ce besoin-là de prouver qu'on a raison
Ouais. Puis on dirait que c'est comme vraiment un besoin, là, comme on a besoin de dormir, de manger et d'avoir raison. C'est vraiment important. Puis en On vieillissant, dort on pas, dirait que... on mange pas, mais on a raison. Exactement. Puis, ben, je pense que moi aussi, par le passé, j'avais vraiment ce côté militant-là que je n'ai plus aujourd'hui. Puis ça, je crois que ça fait une immense différence, autant dans les réflexions que dans les relations interpersonnelles avec les autres entraîneurs. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on commence à s'entendre avec les autres. Quand on arrête d'être militant, puis d'essayer d'avoir raison, puis qu'au final, on s'intéresse plus à ben, pourquoi le discours de l'autre pourrait faire du sens, qu'est-ce que Ouais. j'y retrouve, qu'est-ce qui me ressemble, sans se dire, ah ben je vais monter sur mes grands chevaux puis aller insulter quelqu'un parce qu'il pense pas comme moi, ce que j'ai fait avec toi. Donc, d'ailleurs, je m'étais déjà excusée. Moi, j'avais donc, pas parlé de la voilà, ça, c'est quelque situation. chose que... Tiens, C'est ça ça, va? mais ça, c'est quelque chose que je referais plus, mais je sais que c'est ultra présent dans le domaine canin que cette Ouais. erreur-là que j'ai faite, ben, je suis pas la seule à l'avoir faite. Sincèrement, je pense que tout le monde, on s'est déjà obstiné à un certain niveau, puis que ça n'a pas toujours été gentil. Puis, au final, ben, je pense qu'on doit juste se rendre compte que ça fait partie du processus, un, de le faire, et deux, Ouais. de ne plus le faire. OK? Puis de La, changer un peu. la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup en public. En tout cas, je sais pas, nous, ça fait quand même un bout qu'on est dans le domaine. Nous, avant, c'était pas en public, là. Là, c'est vraiment en public et tout le monde endosse. Fait qu'on va comme se chercher des partners, tu sais, pour embarquer avec nous. Et ça peut vraiment être difficile à long terme, justement, pour la personne qui commence dans le domaine de se faire rentrer dedans. Moi, honnêtement, j'étais quand même béton, là, parce que j'avais beaucoup de formation déjà. Fait que je pense que c'est ça qui m'a donné la solidité de dire je peux recevoir ce commentaire-là, puis ça vient pas me chercher nécessairement. Mais quelqu'un qui commence dans le domaine, qui a pas beaucoup de formation, puis que là, il commence à mettre des vidéos sur Internet, puis que là, ça finit par, en tout cas, tomber dans les mains de des gens qui n'ont pas nécessairement fait le cheminement, d'arrêter d'être dans la militance, puis tout ça, je pense que ça peut vraiment être dommageable. Fait que pour les gens qui reçoivent des commentaires qui sont peut-être négatifs, qui nous écoutent aujourd'hui, dites-vous une chose, là, les gens vont évoluer dans le temps. Et c'est eux qui n'ont pas nécessairement l'ouverture d'apprendre davantage. Donc, vous, fermez-vous pas davantage. Parce que nous, ce qu'on voit, puis peut-être toi aussi, Simone, c'est des gens qui sont juste plus fermés, qui osent pas aller voir d'autres gens par la suite, qui osent pas mettre sur Internet, qui osent plus. Ce que ça fait, c'est juste bloquer l'apprentissage, là. Ça n'apporte rien. Donc, allez voir des gens, puis renseignez-vous, puis d'avoir une, deux, trois, quatre formations. Moi, je sais même plus à combien je suis rendue. Simone, je suis sûre que toi aussi, c'est comme, c'est ça. Maintenant, on ne calcule plus. Ben, c'est ce qui fait en sorte que tu as du bagage. Fait que même si les gens vont vous dénigrer que vous faites pas bien les choses, même si vous remettez en question 14 millions de fois, des fois, c'est pas nécessairement ces réseaux sociaux, on le fait nous-mêmes. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis extrêmement difficile avec moi-même. Très, très dur. Fait que c'est sûr qu'à l'inverse, les gens qui ont cette tendance-là d'aller rechercher de l'aide, d'aller rechercher de l'information, de se challenger, allez-y, challengez-vous, c'est vraiment, vraiment important. Puis là, je vais avoir la réponse, là. Pourquoi tu as besoin d'être baqué par la science? Parfait. Donc, on va revenir à ta question. Mais tu sais, je suis d'accord là, sur le fait que ça peut être dur quand on commence de mettre des trucs sur les réseaux sociaux puis on a les Ouais. commentaires des autres. Donc, on a en plus déjà pas vraiment confiance dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est sûr qu'après ça, en plus de devoir se battre contre Mhm. les autres alors qu'on se bat un peu déjà contre nous-mêmes parce qu'on n'est pas Ouais. confiant, ça peut être plus difficile. Mais je pense que c'est un espèce de passage obligé aussi dans la vie d'apprendre à accepter la critique, tout simplement. Ouais. Mm. Puis que c'est pas tout le monde qui a besoin d'être d'accord avec nous et que même parfois certaines critiques peuvent être justifiées et nous aider à grandir. Ouais. Donc je pense que moins on est émotif par rapport à ça, plus on arrive à s'en servir comme information puis à progresser. Donc pour revenir à ta question finalement, après deux essais infructueux, ben dans le fond, moi, c'est pas tant d'être baqué par la science, c'est-à-dire de me dire, ah, chaque chose que je dis, ben, il faut absolument qu'il y ait une étude scientifique qui le prouve. Comme ça serait totalement idiot parce que je pense que dans la vie de tous les jours, probablement que 99% de qu'est-ce qu'on fait, c'est pas prouvé par la science, puis on le fait quand même, là, tu sais. Donc, Mm. à un certain moment, euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la science? C'est vraiment, ben, quel en est son processus? Puis son processus, ben, c'est d'avoir une méthodologie qui est fiable, qu'on peut répéter pour comprendre notre environnement et comprendre un peu c'est quoi la réalité puis la vérité. OK? Donc, la science, à la base, a son côté le plus simple, mais c'est vraiment ça. Puis, les entraîneurs canins, on est les meilleurs pour être des scientifiques de terrain. C'est-à-dire que on observe une situation chez un client,
on regarde c'est quoi les variables qui ont créé la situation et maintenant, on regarde comment on peut venir soit manipuler ces variables-là ou modifier le comportement du chien directement. Et après ça, ben, on continue à observer pour voir si notre analyse était bonne et que les résultats sont là suite aux actions qu'on a posées. Donc, sincèrement, on est les meilleurs scientifiques, là. Moi, je trouve que les entraîneurs canins, on doit vraiment être très logique et très intelligent dans notre approche pour que ça fonctionne. Donc, tu sais, souvent on pense que la science, c'est juste, je sais pas moi, c'est universitaire, c'est juste les études scientifiques. Mm. Non, la science, c'est aussi qu'est-ce qu'on voit sur le terrain. On appelle ça l'empirisme. C'est qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on peut percevoir. Et ça, c'est super important. Quand j'étais plus jeune, parce qu'aujourd'hui, évidemment, je suis ultra vieille, on le voit. Mais quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui était important pour moi, puis je pense que ça a rapport aussi avec le militantisme, ben, c'était de m'assurer de la véracité de mes propos avec la Ouais, science. OK? ouais, Donc, pour moi, c'était un moyen de me dire, hey, je peux me tenir après quelque chose et j'ai confiance en moi. OK? c'est Tandis tellement que, bien. tandis qu'aujourd'hui, en effet, je continue à lire plein d'études scientifiques, je suis toujours aussi passionnée. Par contre, je vais plus utiliser les études scientifiques ou utiliser, par exemple, les livres de référence pour m'aider à mieux comprendre le monde, mais en ayant certaines nuances, soit en me disant, ah, ben là, je pense que je vois une anomalie au niveau des données, ou soit en me disant, ah, ben ça se peut que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Cette hypothèse-là, j'en ai aucune idée. Mais bref, je le prends avec beaucoup moins pas de sérieux, mais avant, c'était vraiment une question de, ben, je veux prouver que ce que je dis, c'est vrai. J'en ai besoin. Parce que Mhm. autrement, comment ne pas avoir le sentiment d'imposteur? OK? Je pense que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le domaine canin. Donc, moi, je m'en servais pour ça. Puis maintenant, ben, je pense qu'il y a vraiment plus un aspect logique. Puis aussi, la logique, c'est quelque chose qui est hyper important dans la science. C'est-à-dire que Mhm. on va bâtir, par exemple, des modélisations, par exemple, le conditionnement opérant sur des bases logiques. Ah, on voit que ben, quand on ajoute quelque chose de plaisant, le comportement continue. Fait que là, ça forme ben, des raisonnements logiques qui s'additionnent entre eux puis qui bâtissent une façon de penser concernant le comportement animal. Fait que bref. Maintenant, c'est plus une question de logique, d'aller chercher des nouvelles informations, de voir comment ça s'imbrique avec ce que je connais déjà, comment ça peut me faire changer d'avis. Mais c'est pas parce qu'une étude scientifique va dire, par exemple, que telle ou telle chose fonctionne pas que je vais m'en servir puis l'abrandir comme drapeau puis me dire, hey, j'ai la vérité, regarde l'étude. Ça, je ferai plus ça. Mhm. Donc, ça, c'est un gros changement pour moi au fur et à mesure des années. Mais est-ce que c'est Euh, l'expérience de terrain qui a rentré en ligne de compte à un moment donné? Parce que dans mon cas, à moi, c'était vraiment ça. Moi, je suivais beaucoup de formations, même vraiment beaucoup trop, qui a fait en sorte que peut-être que moi, je me rattachais peut-être à ce genre de... On s'attache tous à quelque chose, effectivement, pour le syndrome d'imposteur. Est-ce que le fait d'avoir... Parce que moi, c'est vraiment l'aspect terrain. À force d'en avoir vu, à force d'en avoir travaillé, puis à un moment donné, il y a des tangentes qui reviennent tout le temps, puis il y a des choses qui sont toujours les mêmes, puis il y a des choses qui... OK, il y a un chien qui tombe comme ça, on est capable de le travailler comme ça. Un chien qui tombe comme ça, puis à un moment donné, on se fait une logistique là-dedans. Puis moi, je suis la première oui, à avoir oui, une logistique de travail là, qui est très, qui est des fois dure à expliquer dans un sens, mais est-ce que cette logistique-là a pas été renforcée par justement l'expérience de terrain? Fait que les nouveaux qui commencent dans le domaine, c'est quasiment impossible d'avoir ce côté-là pied ancré, de dire, OK, je suis assez stable, par exemple, sans vouloir me baquer par la science ou baquer par l'expérience ou un autre entraîneur, une méthode. J'ai appris une méthode, c'est exact, comme ça ouais. que ça fonctionne. Tu sais, c'est le même monde là, des deux côtés, autant la science que ceux qui brandissent. Moi, j'ai une formation, fait que je sais tout, je connais tout, là. C'est le même syndrome d'imposteur, peut-être, qui nous amène à développer ça. Puis ça prend l'expérience de terrain pour être capable de dire, regarde, puis avoir l'humilité peut-être de vouloir regarder aussi en avant de soi, là. C'est de pas vouloir avoir raison. Et des fois, le chien te Exact, donne la raison aussi, là. exactement. Puis tu sais, par expérience de terrain, ça peut être sur des choses complètement tu sais, vraiment des minuscules détails au niveau de l'entraînement. Tu sais, je me rappelle, Mhm. il y a quelques années, j'avais lu une étude scientifique qui mentionnait que de donner des jackpots, que c'était contre-productif en entraînement canin. OK? Donc, un jackpot, qu'est-ce que c'est? C'est de donner plus de récompenses qu'à la normale. Ouais. Puis, le contexte de l'étude, ben, c'était pour l'entraînement d'un même comportement qui était nouveau. Donc, par exemple, on est en train d'apprendre, je sais pas moi, un chien à tourner. Puis, Mm. une fois de temps en temps, tu lui donnes plus de récompenses pour le même Mhm. comportement et des fois, tu en donnes moins.
ben, c'est sûr que c'est peut-être pas le bon contexte d'utilisation. Donc, c'est ça où j'ai gagné en maturité, où ben, j'apprends à plus comprendre quand est-ce qu'une étude démontre peut-être pas qu'est-ce qu'elle devrait démontrer, OK? Ouais, C'est-à-dire que ben, un jackpot peut être utile dans une tâche de discrimination, c'est-à-dire où on veut que ouais, l'animal fasse un choix entre tel comportement ou tel comportement. Ben, en ouais. effet, s'il y en a un qui est vraiment plus payant que l'autre, je veux dire, statistiquement, il y a des chances qu'ils choisissent le comportement plus payant. Mais si on Mm, étudie est-ce que les jackpots fonctionnent dans un mauvais contexte, puis que la réponse est non, et qu'on dit après que les jackpots fonctionnent pas, ben mm. l'énoncé il est faux. Bref. Donc, il y a aussi cette, cette analyse-là au niveau des études scientifiques qui est rendue meilleure avec le temps, Ouais, qui me permet soit d'enrichir ma pratique ou, ben, lorsque c'est pratiqué sur le terrain, si je donne des jackpots ou non, ben, je le vois, qu'est-ce qui fonctionne pas, là. ouais, totalement. Mais c'est l'expérience de terrain qui va faire en sorte aussi qu'on va être. Moi, la façon que je lis une science, c'est toujours de dire, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment de ma formation en éthologie, là, avec Richard Bourdet. Il arrêtait pas de dire ça. Le monsieur était rempli de connaissances, rempli, écoute, de thèses, à pu finir. Puis il arrêtait pas de me dire, c'est vraiment intéressant. C'est comme, c'est fatigant, t'as comme pas de point à terre. Puis aujourd'hui, je me retrouve à dire exactement la même chose. C'est vraiment intéressant et de le tester puis de voir, puis pas juste avec un chien là, c'est à la maison avec plusieurs chiens puis d'aller voir, ok, il y a des chiens que ça fonctionne, d'autres ça fonctionne pas, les personnalités qui sont différentes aussi, qui vont faire en sorte que certains vont fonctionner en jackpot, puis il y en a d'autres que vous allez créer un monstre si vous travaillez du jackpot aussi. Mais c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte au travers de tout ça. Puis la science aussi, est-ce qu'on, c'est plus toi qui vas me renseigner, c'est vraiment une façon de quantifier quelque chose. C'est vraiment une façon de mettre des mots, une quantification sur des choses qu'on met avec des mesures précises dans un contexte précis. Puis dès qu'on tombe dans la science, il faut vraiment essayer d'éliminer le plus possible toutes les Les peut-être, là. biais, Ouais, ouais. c'est ça, exact, là, qui fait en sorte que on peut pas quantifier si c'est biaisé d'un côté à l'autre ou que c'est pas stable ou que c'est pas simple. Fait que quand on parle, par exemple, collier électrostatique, quand on parle au niveau des tout ce qui est système d'évitement, l'entraîneur, la façon que c'est fait, la façon que qu'on met la pression, le type de chien, la personnalité. Moi, je peux mettre des tangentes là, à l'infini, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune statistique qui peut me dire que ça fonctionne comme ça. Il faudrait avoir 10 chiens avec la même personnalité, ce qui est quasiment impossible, similaire, des tangentes de personnalité similaires, mettre la même pression avec le même entraîneur qui entraîne les 10 chiens, la même stabilité, la même chose. Et je vais vous dire, ben honnêtement, un bon entraîneur ne sera pas capable d'être stable avec les 10 parce que son Ben non, naturel va vouloir s'adapter aux chiens. exact. C'est Ouais. c'est comme impossible d'aller mettre une statistique haute formelle que quelqu'un qui a du bagage. Puis moi, je me suis retrouvée beaucoup à travailler avec des gens qui ont extrêmement de bagages. J'étais pas toujours d'accord avec la façon qu'ils fonctionnaient. Des fois, je trouvais que, oh boy, on aurait pu aller plus soft. Mais leur thinking en arrière, je trouvais ça intéressant d'aller voir. Puis moi, après ça, je l'adaptais à ce que moi, j'étais à l'aise de fonctionner. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as mis aussi dans ta pratique? C'est de prendre le bagage, puis après ça, toi, tu l'adaptes à ce que toi, tu es à l'aise de faire. Ben oui, définitivement. Je dirais que dans mettons, la méthode, la façon de fonctionner qui m'a le plus inspiré concernant les aversifs, c'est vraiment de voir en action les gens dans les sports canins. OK? Puis particulièrement dans le IGP. Pourquoi? Ben, parce que qu'est-ce que les gens veulent? C'est un chien qui veut travailler, qui démontre des comportements comme quoi il est volontaire au travail, puis qui est bien. On veut pas voir, par exemple, un chien qui a la queue entre les jambes, qui est en train de regarder partout à droite, à gauche. Mm. Donc, moi, ça a premièrement changé ma façon de voir les choses parce que avant, je me disais, ben, automatiquement, si tu utilises des aversifs, ben, directement, le chien va être éteint, le chien va être inhibé, Mm. parce que c'est ça que moi, j'avais vu dans ma pratique avant la méthode traditionnelle. Puis, Ouais. sincèrement, moi, je comprends quand même les gens d'être réticents, surtout s'ils ont déjà vu les méthodes traditionnelles avant, parce que Mm. des chiens qui s'évanouissaient, sincèrement, c'est pas quelque chose de rare, là. OK? Non. Donc, je le comprends. Mais qu'est-ce que j'ai vu justement chez les entraîneurs en IGP ou Schutzhund, le vrai nom, ou le vieux Mm. nom? Mm. Mais qu'est-ce que j'ai pu voir? C'est vraiment des chiens qui sont sincèrement, qu'ils démontrent pas de signaux de stress, qui sont hyper résilients, qui veulent continuer à travailler, qui sont volontaires. Bref, tout ce à quoi je me serais attendue, ben, c'était pas présent. Et pourquoi? Ben, à cause d'une méthodologie de travail qui est excessivement différente des Ouais. méthodes traditionnelles. Donc, c'est pas parce qu'on dit aversif que
c'est égal en termes de résultats sur le chien, comme la question de l'aversif n'est qu'une variable parmi tant d'autres. Tu sais, tantôt, tu disais, Ouais, ah, ben, quand j'entraîne un chien, je prends en compte la personnalité, si, ça. Ben, l'aversif n'est qu'une variable parmi tant d'autres, qui exact. va affecter par la suite comment le chien va se sentir, comment il va se comporter. Euh, Puis ça, je trouve que c'est vraiment important. Donc, je dirais que de ce côté-là, ben oui, en effet, moi, il y a ces entraîneurs-là qui m'ont inspiré parce que j'ai vu comment ils travaillaient. Puis j'ai vu que c'était possible d'adapter certaines méthodes pour que ça soit le moins stressant possible pour le chien. Totalement. Donc, ouais. Parce que je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui aime les chiens qui est en mesure de vouloir mettre du stress à l'infini sur un chien. C'est pas nécessairement la motivation d'un entraîneur non plus de mettre le chien dans cet état-là. Il y en a qui ont le résultat un peu trop vite, là. Ils veulent absolument le résultat pour X raison que ce soit que ça valorise leur ego ou peu importe. Mais dans la réalité, quand on aime vraiment les chiens, on n'a aucun plaisir nécessairement à voir le chien avoir de la difficulté. Ce qu'on veut, c'est qu'il trouve la solution le plus vite possible. Puis moi, Exactement. c'est exactement ça. Puis ce qui m'a poussé justement à finir au Missouri, tu sais, avec des gens qui sont dans le domaine canin, travailler avec le collier électronique, c'était que j'étais tannée de voir des chiens manger un choc de courage, non, tu sais, sans sens, puis qui faisaient juste crier au meurtre. Puis là, je voyais justement, moi aussi, au niveau de l'IGP, j'ai vu des chiens extrêmement performants avec le moins de pression possible, puis extrêmement intenses dans leur travail. J'ai vu aussi l'inverse. J'ai vu des chiens travailler avec beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'intensité, beaucoup trop, tu sais, de... Mais moi, ça m'a poussé à aller voir plus loin. Puis moi, je suis plus une fille de terrain, j'aime la science aussi, mais j'ai une capacité cognitive qui se limite à lire des choses. Fait qu'à un moment donné, il faut que je vois le terrain. Puis j'ai vraiment besoin de toucher pour voir. Fait que d'aller voir puis de voir ces gens-là performer à un niveau haut. On s'entend que le Schutzhund, c'est pas ce que c'était, là. Ça a vraiment évolué dans les dernières années parce qu'on Oui, connaît oui, oui. mieux le chien, parce qu'on entraîne mieux les chiens, puis on fait plus attention aussi à nos chiens, tu sais, dans leurs émotions dans un sens. Ça a amené vraiment à un autre niveau les entraîneurs, à mon Oui, avis, à moi, là, en tout cas, c'est moi aussi, là, je viens du Yankee, là, tu sais, on prend le chien puis on le fait évanouir. Ben, il y en a quasiment plus de ça, là. Il y en a encore, il va toujours en avoir, mais il y a beaucoup plus de gens qui travaillent avec les chiens dans le sens du chien aujourd'hui que des gens qui vont travailler de d'autres façons, par exemple. exactement, ça, je suis d'accord. Puis en même temps, ben, je trouve que ça nous permet très bien aussi de voir quand les méthodes sont mal utilisées et Ouais, pourquoi. OK? ouais. Donc, par exemple, ben, tu as un chien qui est déjà hyper enfermé, hyper pessimiste, puis tu viens le corriger parce qu'il fait pas quelque chose. C'est sûr que ça va juste empirer la situation. Mm. Ça va pas aider. Puis ça, ben, c'est là où on va voir, par exemple, dans le IGP, ben, vraiment des mauvais résultats, des chiens qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui font les comportements hyper lentement, qui ont pas envie de vivre. Ben, c'est typiquement dans ce genre d'utilisation-là. Puis il y a d'autres contextes dans lesquels, bah, dans les faits, si pour le chien, c'est prévisible qu'il y a une porte de sortie, puis que c'est un contexte hyper renforçant, ben, il risque de très bien s'en sortir avec très peu d'effets par la suite, là. Donc ça, c'est juste une constatation terrain, là. Sens-tu que certaines personnes, plus c'est pas pour apporter un jugement, mais sens-tu qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être prendre l'animal au premier degré? Puis là, je parle pas de méthode, mais je parle vraiment de dire qu'on sent que les chiens sont pas si intelligents que ça. Je sais pas pour toi, là, mais moi, avec le temps, j'ai découvert que les chiens sont vraiment brillants. Il y en a des plus intelligents que d'autres, ils sont pas tous sur un même stade. Est-ce que tu sens que dans le domaine canin, on a tendance à prendre l'animal comme au deuxième degré, à dire que nous, on est supérieur, puis que tu sais, le chien est comme en dessous, qui fait en sorte qu'il n'y a pas une perception, il est pas capable de réfléchir, il est pas capable. Est-ce que tu sens que ça bloque peut-être dans le domaine canin? Dans les deux méthodes, là. Je parle pas nécessairement un plus que l'autre, mais dans les deux méthodes. Tu sais, de mon impression, tu sais, c'est pas dans mes discours mentaux, là, c'est pas des choses auxquelles je pense personnellement. Je dois avouer que même que je dois être plutôt dans la pensée de ben les chiens sont moins brillants que moi. Tu sais, je dois avouer que Ouais. ben à tous les jours, je me pose des questions métaphysiques sur la conscience. Je me dis, OK, clairement que mon chien ne se pose Mm. pas ces questions-là. Est-ce qu'ils sont intelligents? Oui. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre bien des choses? C'est le cas aussi. Donc, peut-être que, par exemple, la discussion vers laquelle tu voulais pousser, c'est que les chiens sont capables de comprendre qu'est-ce qui se passe dans certaines situations pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est un peu vers ça que tu voulais t'en Ouais. aller? Mais en fait, on s'entend que l'aspect de réflexion, on tombera pas dans la neuroscience, là, parce qu'on Oui, va c'est ça. perdre tout le monde. Mais on s'entend que dans l'aspect au niveau du chien, clairement, le chien n'est pas aussi intelligent que l'humain.
Par contre, il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup au niveau de la réflexion, au niveau de l'instinct, au niveau des réactions, tu sais. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui se ressemblent. C'est pour ça que moi, l'anthropomorphisme, je suis comme, oui, mais il y a des choses qu'on peut relier ensemble. Ce que je voulais dire par là, c'est plus le fait qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à, justement, à se baser des fois sur la science ou se baser sur des méthodes X qui met le chien au deuxième degré, qui pense qu'il n'est pas en capacité de réfléchir plus loin que ça. Fait que c'est notre perception qu'on a en tant qu'humain de vouloir être supérieur au chien qui fait en sorte on bloque la capacité du chien d'apprendre, on bloque la capacité du chien de réfléchir, en voulant être plus vite que lui, en voulant, tu sais, être un peu impatient, en voulant, c'est comme la perception de l'humain par rapport au fait d'être, le chien est comme moins intelligent que l'humain. Je sais pas si ma question est claire, là, peut-être qu'elle est pas assez claire. Mais c'est vraiment ouais, c'est ça, tu me fais des clins d'œil. Mais non, mais c'est bon, c'est vraiment dans un point de vue de dire que, je vais te donner un exemple, j'ai un client que j'ai travaillé son berger allemand, tu sais, puis le monsieur, clairement, il pense que son chien est idiot, là. Mais tu sais, son chien est vraiment brillant, là. De toute façon, un berger allemand, c'est extrêmement brillant pour la majorité. Toujours. Je vais dire toujours la majorité parce qu'il y en a des, quand même, qui sont brillants. Mais son chien est extrêmement brillant, puis il parle à la capacité que le monsieur, il pense vraiment qu'il est supérieur à son chien, genre c'est un cabot, là. C'est vraiment, c'est un cabot. Puis il dit, moi, il faut qu'il écoute, puis que ça marche de même. Tu sais, le classique qu'on voit tout le temps. Mais c'est vraiment la perception du monsieur que j'ai dû travailler, de dire, ton chien est plus intelligent que ça, il est capable de réfléchir. Fait que des fois, d'amener le client à comprendre que son chien est à une capacité de réflexion, je trouve que ça leur ramène un peu plus de respect par rapport à l'animal, de respect dans son aspect de cognition, dans son aspect de réflexion, qu'on voit moins, qu'on voit plus aujourd'hui parce qu'on en entend plus parler, mais il y a encore des mentalités, je trouve, qui prennent le chien un peu comme un idiot. Est-ce que toi, tu vois OK. ça dans ta... Plus clair? Hum, non, j'avoue que ben, je pense que c'est normal qu'on ait des perceptions qui sont différentes. De façon générale, tu sais, si je vois que si j'ai l'impression que les chiens sont moins respectés, ben moi, ça va être sous un autre point de vue. Ça serait peut-être plus sous le point de vue de ben, on est deux espèces totalement différentes qui cohabitent ensemble et comme par magie, ça devrait bien se passer. Tu sais, moi, c'est plus ça que je trouve C'est bon. Ouais. étrange dans notre façon de vivre avec les chiens. Tu sais, comme la façon de vivre classique. Là, on se dit, OK, ben, je m'achète un chien, j'en adopte un, voilà, il fait partie de ma famille. Mais j'ai vraiment l'impression que souvent, il y a cet aspect-là, comme si c'était normal que ça aille bien. Pour moi, c'est normal en partant que ça aille pas bien. OK, on est deux espèces différentes, puis on fait de la colocation ensemble. Mm. Donc, souvent, j'ai l'impression que les gens, ben, il y a beaucoup de simplification qui est fait à ce niveau-là. Puis qui va avoir de la difficulté à comprendre que, ah ben oui, le chien va avoir des besoins qui lui sont propres. Puis, ben oui, parfois, que le chien peut avoir peut avoir un niveau d'intelligence et ressentir des choses que nous-mêmes, on pourrait ressentir du genre, ben oui, en effet, si votre chiot a joué toute la journée puis qu'il est en train de dormir, c'est possible qu'il grogne. C'est Mm. vraiment possible. OK? Donc, peut-être sous ce point de vue-là, je pourrais davantage le voir, mais sinon, peut-être que ça correspond juste moins à ma façon de travailler. Tu sais, peut-être que toi, tu travailles plus, par exemple. Ah, ben, on va laisser le chien réfléchir pour trouver la solution, des choses comme ça. Puis moi, c'est peut-être quelque chose que je fais moins. Fait que je le vois Mm. juste moins. C'est peut-être juste ça. Je dirais que ça dépend du chien. Il y a des chiens qu'il faut prendre plus par la main. Ça va dépendre. Souvent, moi, c'est vraiment où est-ce que je me retrouve, c'est le client qui... En fait, je pense que j'ai de la difficulté avec les gens qui ont une personnalité qui pensent que tout le monde est idiot. Fait que le chien, y compris, il pense qu'il passe dans le lot. Puis je pense qu'il y a quelque chose que moi, j'ai travaillé par ma perception, c'est que de dire que le chien est aussi intelligent, puis qu'il faut respecter son intelligence, qui fait en sorte qu'on peut développer son plein potentiel. Je pense que c'est ça, versus que quand on est toujours en train de rentrer dedans, un peu impatient, j'ai la même tolérance, by the way, avec les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, puis que, tu sais, Oh que les oui. gens j'ai vraiment une intolérance envers ce genre de personnalité-là qui pensent qu'ils sont mieux que tout ce qui existe. Puis qui sont condescendants, en fait, là, c'est surtout ça. Fait que je pense que c'est peut-être moi qui ai un trigger par rapport à ça qui fait comme, OK, regarde, si tu penses que ton chien est idiot, je vais te montrer que ton chien est vraiment pas idiot. Puis après ça, je trouve que ça rouvre des portes à laisser le chien plus dans le respect. De dire, OK, mon chien a des besoins aussi. Il y a peut-être des choses qu'il essaie de dire au travers de l'exercice. Il y a peut-être des affaires. Puis parce que j'ai vu des chiens tellement écrasés. Moi, j'en ai pris des chiens qui sont vraiment éteints, puis j'ai dû les rallumer. Puis la façon de les rallumer, c'est de les laisser réfléchir. Fait que des fois, de dire que arrête de le prendre pour un idiot, ton chien, puis justement, laisse-le réfléchir un peu. Puis quand il va trouver la solution, genre, tu vas voir, là, il va s'illuminer, puis il va grandir là-dedans. Fait que ça, puis même affaire avec les gens qui ont trop materné leur chien, dans le même sens, que le chien est pas capable de faire les choses par lui-même. Des fois, on a des chiens qui sont éteints comme ça, puis qu'on les rallume juste en les laissant réfléchir.
Puis la résolution de conflits en entraînement, pour moi, c'est un outil qui est indispensable parce que ton chien est constamment en résolution de conflits dans certaines situations quand il connaît pas les choses. Par exemple, quelqu'un qui arrive dans une situation, la personne vient flatter ton chien doit résoudre le conflit instinctivement maintenant. Fait que si t'as pas travaillé ces situations-là, puis que ton chien n'a pas de résolution de conflit, les chances qu'il tombe dans son instinct sont vraiment plus intenses. T'sais. Fait que les chances que tu aies une réaction que tu veux pas avoir, ben c'est ça. Fait que souvent, c'est d'amener les gens justement à comprendre que des fois, de laisser ton chien réfléchir, c'est peut-être plus important qu'à ce moment. Mais je pense que tu le fais instinctivement. Simone, on a déjà jasé de quelques techniques sur des travaux, puis je pense que naturellement, tu le fais dans ton entraînement. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une différence dans le travail. C'est pas Mm, nécessairement négatif, mais tu sais, je mm, pense que je vais avoir une tendance plus interventionniste plutôt que de laisser le chien prendre sa décision. OK? ouais, ouais. Puis je pense que c'est aussi qu'est-ce que je vais montrer à mes clients. Donc peut-être Mm, qu'au final, ben c'est ça qui va créer ce biais-là. C'est-à-dire que ben moi, je vais pas voir que les gens trouvent que leurs chiens sont idiots ou peu importe, parce que ben, je leur ai appris à intervenir. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien ou peu non, non. importe. C'est Mm, juste une façon différente de travailler. Ben, mm, votre chien, par exemple, est en train de fixer quelque chose, vous le rappelez, on l'amène un peu plus loin. Voilà, c'est comme plus tard, oui, on va le laisser prendre sa décision par lui-même, mais s'il la prend pas, on va l'aider quand même. OK? Donc, je ouais, pense que ouais. j'entraîne, peut-être que je rentre plus dans ta catégorie de materner un peu le chien. Mm. Mais voilà, fait que c'est peut-être juste ça qui explique, ah ben moi, je vois moins ça. Ça veut pas dire que les gens le pensent moins, c'est juste qu'ils sont pas dans cette situation-là. Voilà. Mais ça peut être aussi une différence de clientèle, ça peut être une différence de plusieurs choses aussi, là, au travers de tout ça, que peut-être que tu n'as pas nécessairement ce type de client-là non plus. Ça peut arriver aussi, ouais, Exactement. à Puis, ce niveau-là. tu sais, des fois, qu'est-ce qui peut aussi changer? Mais ça, je pense que tu le fais beaucoup, là. Mais par exemple, moi, je vais beaucoup prendre le chien puis l'entraîner. Donc, ça Ouais, fonctionne. Et après ça, ben là, si le chien, ça marche plus, ben forcément, la variable qu'on a changée, c'est la mm, variable entraîneur. Donc là, les gens, ils voient bien que leur chien peut faire ce qu'on attend de ouais, lui, mais que là, c'est à eux de s'améliorer avec leur chien. totalement, totalement. Euh, Avais-tu un livre ou des ressources que tu aimerais partager, un mentor qui t'a vraiment aidé dans ton parcours que tu aimerais partager? Ben en fait, moi, j'ai particulièrement aimé Jean Donaldson. Donc, c'est vraiment dans mes entraîneurs préférés. Elle a un livre qui s'appelle Culture Clash, puis je trouve que c'est un super bon livre pour, selon ma perspective, comprendre la dynamique humain et chien. Ça permet vraiment de bien comprendre à quel point comme les chiens sont catapultés dans notre environnement, puis que nous, on a Mhm. vraiment beaucoup d'attentes et que c'est comme si on pensait que ben, le chien arrive avec un mode d'emploi, avec une manette, puis que ça va y aller, tu sais, c'est un chien, puis on l'a adopté, ça devrait bien se passer. Je trouve que c'est vraiment un bon livre. En plus, il y a des conseils d'éducation et tout et tout. Donc, je pense qu'il y a une version plus récente, mais même la version plus ancienne était vraiment super chouette. Puis sinon, ben, personnellement, j'ai suivi sa formation qui s'appelle Academy for Dog Trainers, puis qui est vraiment géniale pour tout ce qui est la précision au niveau de l'entraînement, la méthodologie, l'aspect vraiment scientifique. Donc, tu sais, vraiment d'entraîner de façon hyper encadrée, là. Mhm. Donc, ça, je pense que c'est souvent quelque chose qui manque au domaine canin. Mhm. Puis aux éducateurs canins, le fait d'être capable d'encadrer leur séance d'entraînement, de savoir quand est-ce que le chien est dans le succès, quand est-ce qu'il est dans l'échec, quand est-ce qu'on reste au même niveau. Sincèrement, c'est vraiment une bonne formation pour ça. Donc, moi, je dirais que c'est qu'est-ce qui a le plus influencé ma pratique par le passé, mais même aujourd'hui, si j'ai énormément évolué, tu sais, je le vois que c'est encore un peu le cœur de qu'est-ce que je fais. Ouais. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu avais envie de continuer dans le plus la science ou ça va? Non, pour la science, c'est correct. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Comment as-tu vécu justement le changement d'opinion? Parce que il y a un aspect qu'on parle très peu, c'est quand on est très militant dans une idéologie. C'est pour ça qu'on dit les gens qui commencent dans le domaine, faites attention. Des fois, on peut parler bien fort. Puis quand on arrive finalement, puis on se rend compte qu'on nos idées sont peut-être pas vraies. Ça peut vraiment être difficile de revenir debout par après, puis d'apporter d'autres points de vue, de changer d'opinion. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, c'est vraiment plus difficile là, pour les gens de passer au travers de tout ça. Comment tu as vécu le changement d'opinion par rapport à l'entraînement? Puis quelle a été ta première, tu sais, ton émotion au travers de tout ça, puis le déroulement, comment ça a fonctionné? Puis est-ce que ici tu parles de l'opinion des gens ou de ma propre opinion?
Non, j'irai avec la tienne, parce que l'opinion des gens, OK, ça parfait. varie selon qui lit. Fait que, OK. ouais, la OK, tienne. parfait. Donc, tu sais, premièrement, ben, tu sais, j'ai déjà eu un premier changement, tu sais, donc, passer d'entraîneur traditionnel à exclusivement R+. Puis par la suite, je dirais quelques années plus tard, là, peut-être dans les années 2017-2018, ah ben déjà là, j'ai commencé à me poser un petit peu plus de questions, mais sincèrement, à ce stade-là, j'avais même pas le droit de me poser des questions. OK? C'est-à-dire que Ah oui. quand j'en parlais à d'autres entraîneurs, c'est du genre, ah ben comme faut jamais que d'autres personnes sachent qu'on a parlé de ça ensemble. C'est ce dont il ne faut pas parler. OK? Ah mon Dieu. OK, donc si on, mettons, je dis, ah ben peut-être que dans certains contextes, on pourrait justifier l'utilisation d'un aversif ou de ci ou de ça. Donc, je commençais à me poser des questions, mais j'avais du mal à aller chercher des informations parce que euh, donc, les gens ne voulaient pas en parler, tout simplement. OK? Donc, c'est Hmm. vrai, c'était vraiment comme un tabou. Puis, je pense que ce l'est encore pour beaucoup de personnes. Euh, Puis, tu sais, je dirais que qu'est-ce qui, par la suite, mais a pas juste fait en sorte que je me suis posé des questions, mais que je commençais à être de plus en plus ouverte, c'est que il y a quelques années, je pense que il y a 4 ans, j'étais en train de monter une formation sur le bien-être animal, puis j'ai fait une revue de plusieurs études scientifiques que j'avais déjà lues, de plusieurs autres aussi études scientifiques sur le bien-être. Puis, en relisant les études scientifiques qui avaient été réalisées pour comparer les différentes méthodes d'entraînement, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment des problématiques au niveau de la méthodologie ou de l'analyse. Donc, à ce moment-là, ben, ça a vraiment fait en sorte que je me suis posé encore plus de questions. Puis, sincèrement, qu'est-ce que j'en ai retiré de ces lectures-là? Ben, c'est probablement que qu'est-ce qui est le plus important dans un contexte d'aversif. Puis ici, par aversif, c'est pas juste qu'est-ce qu'on ajoute. Donc, souvent, on parle de punition positive, mais c'est aussi de qu'est-ce qu'on enlève parce que, sincèrement, la punition négative, scientifiquement, c'est aussi considéré comme un aversif. Donc, si un entraîneur dit qu'il n'utilise pas d'aversif, mais qu'il utilise la punition négative, dans les faits, il en utilise. OK? Mhm. Euh, donc, c'est juste qu'est-ce qu'on choisit comme étant mal ou bien. Ouais. Mais bref. Donc, qu'est-ce que j'en ai retenu au final? Ben, c'est que qu'est-ce qui est probablement le plus important pour les animaux, c'est le fait de pouvoir prédire qu'est-ce qui s'en vient et d'avoir un moyen, comme tu mentionnais tantôt, de résoudre le conflit ou une Mhm. porte de sortie. OK? Si Mhm. les animaux ils ont ces deux options-là, ben à ce moment-là, ça fait en sorte que le niveau de stress de l'individu face à l'adversité va être aussi peu élevé que s'il n'y avait pas d'adversité du tout. OK? Parce que il peut le prédire et il peut s'en sortir. Mhm. Puis c'est tout à fait logique parce qu'on vit dans un monde d'adversité. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit donner des coups de casserole sur la tête de nos Non, chiens non, en autant non, que ça non, non, soit non. prédictible, mais je pense que ça apporte vraiment beaucoup de nuances. Puis personnellement, ben, c'est ça qui est ressorti de mes lectures à l'époque. Puis par la suite, à peu près durant la même période, la même année, j'ai eu un chien rescue chez moi, un berger allemand. Dans le fond, il était à un refuge, puis il pouvait pas le garder au refuge parce que les personnes qui s'en occupaient n'étaient pas en mesure de pouvoir le manier, le sortir, s'en occuper. OK? C'était un berger allemand de lignée de travail, puis vraiment un gros berger allemand, du genre sûrement entre 90 livres, 100 livres. Fait que vraiment un beau gros Mhm. monstre avec beaucoup de prédation. Puis quand je l'ai pris à la maison, ben, il était vraiment hyper maigre, il n'y avait pas beaucoup de masse musculaire. Puis aussi, ben, chez moi, il était en enclos. Ben, qu'est-ce qu'il faisait? C'était toute la journée tourner dans l'enclos en rond. Mhm. Tourner, 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 tourner. Puis dans l'enclos, il y avait un petit bassin d'eau, là, une espèce de petit marais, puis il l'avait vidé. Tellement il avait couru, là, il avait réussi à Wow. rentrer, à sortir assez de fois pour le vider. Euh, donc, ben, évidemment, ben, j'ai commencé à le promener pour le faire se dépenser autrement qu'en tournant. Puis, ben, je trouvais ça vraiment dommage que sans cesse, il se cogne au bout de sa laisse, qu'il soit tout le temps restreint, euh, puis que durant les seules périodes où il pouvait être avec moi, ben, qu'au final, ça ne soit que restriction et aller au bout de sa laisse et d'être frustré. OK? Même si, Ouais. à partir de chez moi, j'ai des sentiers privés, là. Mhm. Mais tu sais, il pouvait même pas en profiter. C'était juste ça non-stop. Donc là, ben, j'ai vraiment eu la réflexion, ben, peut-être que finalement, ben, il y aurait autre chose que je pourrais faire à la place, puis qui permettrait au chien d'avoir accès à la liberté très rapidement. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai utilisé le collier électrique ou électronique Mhm. ou électrostatique ou Même peu chose. importe comment on veut l'appeler. Euh,
Mais bref, c'est la première fois où je l'ai utilisé vraiment pour une question de pouvoir donner de la liberté rapidement au chien et être sûr que, ben, si j'ai besoin qu'il revienne, qu'il va revenir. Puis à ce moment-là, ben moi, tout ce que j'ai vu, ben, c'est des bons résultats en termes de le chien est confiant dans l'environnement, il explore. Si je le rappelle, il revient. Et non seulement il revient, mais il n'a pas l'air de revenir avec la queue entre les jambes et les oreilles dans le crâne comme on Mhm. aurait tendance à le dire. OK? Donc, le chien, il revient comme la vie semble, somme toute, être belle et être beaucoup mieux qu'avant, en laisse ou en enclos. Donc, moi, c'était vraiment dans une perspective d'améliorer son bien-être en calculant, ben, au final, ben, si je calcule tous les désavantages possibles et les avantages, ben, qu'est-ce qui gagne? Ben, au-delà des méthodes ou des outils utilisés, ben, moi, j'ai considéré que c'était ça. Donc, c'est vraiment comme le premier contexte dans lequel j'ai utilisé le collier. Et par la suite, ben, j'ai commencé à l'utiliser sur mes chiens pour la question du rappel aussi, puis comme tout ce qui est rappel et prédation, parce que ça s'entraîne en renforcement positif, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. OK? Puis je pense Ouais, que puis il faut pas qu'il y ça, ait d'occasion que ce soit plus gagnant de l'autre côté aussi, là, parce que tu as une exact. compétition Puis de. Ouais. c'est ça. Puis je pense que souvent les gens ne comprennent pas que tout le temps que tu prends pour faire ton entraînement, je pense que c'est correct de prendre son temps puis de pas sauter certaines étapes. Mais si ça te prend au final 1 an pour avoir ton top rappel, puis que avec, par exemple, un chien, ben, que ça m'a pris 3 semaines pour avoir un super bon rappel, ben, lui a pu profiter de 11 mois de plus de liberté. Puis sincèrement, si on met, par exemple, un GPS sur un chien puis qu'on marche avec lui, on va voir que quand il est en laisse, il fait pratiquement pas d'exercice physique, il n'y a pas Ouais. d'exploration. Quand il est en liberté, ben, c'est tout autre. Il va faire 3, 4 fois l'exercice physique que nous on fait. Il va sauter Mhm. partout, il va aller se baigner, il va sentir. Donc, bref. Moi, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai commencé à l'utiliser et avec des bons, tu sais, des bons résultats, mais pas simplement que le chien revient, c'est-à-dire que le chien a l'air heureux, d'être en liberté et a pas l'air d'être sous la crainte constante qu'un éclair lui tombe sur la tête, là. Mm. Donc voilà. Mais c'est un Donc calcul c'est ça. calculé. C'est tout est calculé. C'est pas juste je mets un collier par envie comme ça d'électrocuter mon chien. Tu sais, il y a un calcul qui a été fait par rapport au plus puis au moins. Puis moi, j'apprécie ça de toi. Tout est réfléchi. C'est pas des coups de tête nécessairement, c'est vraiment tout est réfléchi dans le but que le chien soit bien. Ça, c'est tout à ton honneur, Simone, d'être capable de faire la discrimination entre les deux, d'être capable aussi de pallier des fois les écoles de pensée qu'on a. Euh, Ça fait peur de lâcher notre notre plus, tu sais, qui nous donne confiance, qui nous donne. Fait que tu sais, toi, t'as comme lâché prise un peu sur la science, de donner de la nuance. Ça demande énormément de courage, là, d'être capable de faire ça. Puis aujourd'hui, Simone, d'être capable d'en parler, OK, sur un podcast, je te lève mon chapeau. Je pensais pas qu'on allait aller là. Finalement, je suis vraiment contente qu'on en parle. Puis d'être capable d'expliquer le processus qui a été fait derrière. Je trouve ça tellement important parce que les gens qui mettent des outils sur leur chien, ce n'est pas pour maltraiter leur chien, c'est vraiment parce qu'ils veulent leur offrir plus. Il y en a beaucoup de gens qui ont un thinking comme ça. Comme il y en a qui vont mettre les colliers pour d'autres raisons. On le sait, là. On en a vu les deux. On vient d'un monde que, tu sais, les chiens sont moins bien, tu sais, se sont moins bien traités dans ces circonstances-là. Puis toi, ce chien-là, ça a été quoi le résultat? C'est par la suite, c'est un chien qui était heureux. Est-ce qu'il a arrêté de tourner dans son enclos? Est-ce qu'il était plus capable de se poser? Qu'est-ce que tu as vu comme résultat par rapport à ce chien-là? Ben, qu'est-ce que j'ai vu comme résultat, c'est qu'il était vraiment plus posé. C'est sûr qu'il n'a jamais été posé à 100%. Donc, dans les faits, à un certain moment, il y a eu un incident, puis il a été euthanasié. OK? Mais pendant la période qui a été chez moi, qu'est-ce que j'ai pu voir comme amélioration? Ben, c'est vraiment le fait d'explorer dans son environnement au lieu de juste chercher, par exemple, à avoir quelque chose dans sa bouche, puis d'être concentré Mhm, sur ça, donc de vivre le moment présent. Il a pu commencer à jouer avec mes autres chiens. Moi, je pense vraiment que les contacts sociaux, c'est quelque chose qui est mm, important si le chien aime ça. Puis ça, je ouais. pense que c'est vraiment une belle amélioration. D'ailleurs, je pense que c'est sûrement un manque de contact social, trop de restreintes qui ont pu causer le fait que le chien commence à tourner sur lui-même non-stop. Donc pour vrai, il y a vraiment eu des belles améliorations dans le sens où ben j'ai pu commencer à l'amener à être entraîné dans des endroits où il y avait plus de distractions, des choses comme ça. Donc voilà.
Puis sinon, au niveau de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais c'est qu'il y avait un jouet, une espèce de grosse balle. Puis à un certain moment, je l'ai fait garder. Puis ça, c'est justement comme dans les réflexions qui m'ont poussé là, vers l'euthanasie. C'est-à-dire que moi, c'est pas un chien que j'avais choisi, c'est un chien qui m'a été pas imposé, mais que j'ai choisi de le prendre pour aider. Euh, Puis que finalement, ben, je devenais un peu la seule personne qui pouvait s'en occuper. Donc, ça veut dire que ben, j'étais un peu devenue une prisonnière et l'esclave d'un chien. Et ça, c'est Ouais. pas quelque chose que je veux. Donc, l'incident qui s'est passé, c'est qu'il était en train de jouer avec une espèce de grosse balle alors qu'il se faisait garder chez une de mes amies. Puis, ben, en allant prendre son jouet, vu que ben, c'était un chien hyper intense, donc un berger allemand ligné de travail, ben, il a pris le jouet, puis on n'a pas vu trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait plein de sang sur le mur, puis c'est sûrement fracturé la mâchoire, OK, au Ah, mon niveau Dieu. bas. Ouais. Donc, à ce moment-là, ben, moi, j'ai vraiment pris la décision que, ben non, que je le ferais pas opérer. C'est un chien qui avait tout le temps quelque chose dans la bouche, que en plus, que c'est pas vraiment un chien que j'avais décidé d'avoir et que je pensais pas pouvoir replacer, à moins que ça soit un autre éducateur canin, mais sincèrement, quel éducateur canin veut un autre chien à problème, OK? Donc, c'est ça. Donc, tu sais, souvent, on se dit, ah, ben peut-être qu'il y a une âme charitable, mais souvent, on a déjà fait notre charité à un certain moment dans notre vie. Donc, voilà. Mais sinon, pour le nombre de temps qu'il a été à la maison, ben, ça a vraiment permis de développer ses compétences sociales. Ça lui a permis ça lui a permis d'avoir accès à plus de liberté. Donc, moi, je trouve que c'était un gros plus pour lui parce que sinon, il aurait dû tout le temps être frustré en longe. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie énormément. Donc, un truc dont on parlait ensemble, c'est l'importance des symboles pour les humains. Donc, par exemple, le fait de subir une stimulation aversive avec un collier, ça va être hyper mal perçu, mais que le chien soit sans cesse en train de se cogner, de se cogner, de se cogner au bout de sa Mhm. laisse, Ou d'être ben restreint, de ça pas être n'aura libre. pas d'importance parce que c'est lui Mm. qui se le fait par lui-même ou peu importe, alors qu'au Ouais. final, ben combien d'à-coups sur la laisse on a pu sauver grâce à l'utilisation du collier, par exemple. Donc, bref, Euh, ouais. je veux juste apporter un point sur l'euthanasie parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle très peu dans le domaine. On fait vraiment de notre mieux pour... moi, je les appelle mes petits chiens poqués, là, parce que je les aime beaucoup. Puis souvent, ils ont vraiment beaucoup de bagages. Les chiens arrivent chez nous des fois avec beaucoup de bagages. J'ai fait beaucoup de chiens de refuge là, v'là un temps. J'ai donné ma charité, comme on a dit. Il y a un aspect que je trouve important, c'est que souvent, ces chiens-là, ils vont apprendre à nous faire confiance à nous. On va arriver à rebuilder une confiance envers l'humain parce que nous, on est prévisible, parce que nous, on apporte tout l'environnement qui est propice à ce que ce chien-là soit optimisé, de replacer ce chien-là dans des situations où est-ce qu'il y aura plus de prévisibilité, on ne peut pas offrir une stabilité à un chien comme ça à long terme. Donc, souvent, que moi, je me suis rendu compte, puis peut-être que tu as eu la même conclusion aussi, Simone, c'est que ces chiens-là, s'ils sont chez nous, c'est correct. Dès qu'on les sort, on oublie ça. Moi, j'ai eu des morsures par après. Le chien était super bien avec moi. On l'a ramené, le chien était lourd. C'était un peu comme si les gens avaient acheté un chien d'entraîneur, puis t'es comme, ben, c'est pas un chien d'entraîneur, c'est un chien que j'ai récupéré, que j'ai modelé l'environnement pour qu'il soit bien, puis finalement, tu sais, je le ramène chez toi. J'ai eu des situations comme ça. Puis souvent, le chien a besoin d'un environnement. Fait que ces chiens-là de refuge que nous, on récupère, ont besoin d'un environnement propice. Puis quand on tombe dans le chien de travail, la difficulté, c'est que l'environnement propice, c'est travailler. Fait que de trouver quelqu'un qui va faire travailler ce chien-là, surtout dans une mesure où est-ce que la mâchoire cassée, il va toujours être impacté, même si on le fait opérer, il va toujours avoir quelque chose. Les risques qu'on trouve la personne magique, là, genre, c'est la loto, là. C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un. Fait que chapeau d'en parler. Parce que pour vrai, c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. On veut toujours sauver tous les animaux, on veut qu'ils soient bien. Mais c'est aussi d'être bien de ne pas nécessairement être dans une famille qui a été constamment restreint ou qui a été constamment dans une enclos ou dans une cage parce que finalement, le manieur a décidé qu'il n'était pas capable de le gérer ou que le chien a trop de grâce, trop d'énergie, il n'a pas les compétences pour le gérer ou tout simplement, il arrive des incidents par la suite puis que là, le chien prend du galon parce qu'un chien apprend aussi dans l'agression. Hein, c'est pas juste malheureusement, c'est pas tout négatif. Il y a des choses que le chien, ça rend positif. Fait que d'avoir un chien comme ça qui a pris la décision de faire l'euthanasie, as-tu des gens autour de toi qui ont jugé cette décision-là ou bien majoritairement tu étais bien avec ça? Est-ce que tu as dû comme être confronté un peu au lobbyisme de dire que tous les chiens doivent être sauvés, là? Tu comprends ce que je veux dire? Ben, il y a certaines personnes que je sais qui m'ont jugé, qui pensaient que tout avait pas été fait pour le chien, mais tu sais, sincèrement, j'avais engagé une
maintenant c'est mon ami, mais donc une collègue, pour venir à la maison 3 fois par semaine, pour m'aider à y en donner plus. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai fait Mhm. amplement ce que je pouvais faire pour le chien. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont jugé, mais sincèrement, c'est pas ces personnes-là qui l'auraient pris à la maison. Euh, Ouais, donc, bon point. donc, sincèrement, je pense que j'ai vraiment donné le maximum de qu'est-ce que je pouvais donner. Puis à un certain moment, ben, je me suis dit, ben, j'ai pas envie de payer des frais vétérinaires qui vont sûrement revenir, vu que ben, c'est sûr que je sais pas C'est de si l'entretien. ta communauté est très au courant de à quel point comme les bergers allemands de travail, comme ils ont tout le temps quelque chose en bouche. Donc c'est sûr que un événement du genre allait réarriver. Ouais. Et en plus, avec un chien qui me demande beaucoup de ressources et tout, ben là, je trouvais que ça devenait vraiment complexe pour une situation que j'avais pas choisie délibérément au départ, là. Puis Donc je trouve voilà. que c'est un point qu'on pense pas. On parlait tantôt, tu sais, de chiens, le côté cognitif. On n'a pas beaucoup tombé dans le sujet. Peut-être qu'on se fera un podcast plus neurosciences, tout ça, s'il y en a qui sont vraiment, qui aiment ça. Tu sais, le chien n'a pas la capacité d'avoir une conscience. Tu sais, je pense aux gens, par exemple, qui ont des incidents, qui perdent leurs jambes, tu sais, qu'ils vont avoir une certaine conscience de se retrouver un sens à la vie. Que le chien n'a pas cette capacité-là. Fait que quand il y a une blessure qui est grave, qui va l'empêcher de faire ce pourquoi que le chien est fait, comme par exemple transporter des jouets, mordre, tout ce qui est chien mordant, de pas être en mesure de pouvoir le faire, à quel point c'est dommageable. Faut quand même réfléchir à ça aussi, là, parce que le chien n'a pas la capacité cognitive de se trouver un autre sens. Il n'y a pas cette capacité-là, là. C'est le chien, il est juste, moi, j'aime ça faire ça, je veux faire ça. Et je veux faire ça tout le temps, le plus souvent possible. Fait que tout l'aspect Exact. autre que nous, l'humain, on apporte dans le sens du chien, des fois, ça fait partie des décisions qu'on prend. Est-ce que mon chien va être en mesure de pouvoir faire ce pourquoi il aime vivre? C'est-à-dire de jouer héberge allemand, d'avoir quelque chose dans sa bouche, d'avoir du mordant. C'est sûr que s'il peut pas avoir cette capacité-là, ce Puis, tu chien-là, sais, tu pour lui sais. aussi, ben, c'était une façon de gérer son stress. Par exemple, Ouais, ah, quelque exact. chose fonctionne pas, ah, ben, c'est sa porte de sortie. Ben, qu'est-ce qui se passe s'il y a plus ça? C'est ça. On en rediscutera, mais ça aurait pu être plus problématique. Donc voilà. Moi, je pense que j'en ai fait plus que ce que la majorité des gens que je connais auraient fait. Donc, Ouais. tu sais, je suis pas particulièrement gênée, d'avoir passé par cette étape-là. Je pense que j'ai essayé de faire une bonne action. Ça a été fructueux pendant un certain moment. Ça m'a fait grandir et à un certain moment, j'ai dû prendre une décision qui était plus difficile. Puis si j'avais pu le replacer, je l'aurais fait. Exact. Mais J'ai ceux qui eu, font la morale, sincèrement, reprenez le chien, venez le chercher. ah, c'est ça, exact. J'ai eu un Malinois dans le temps, un Malinois croisé berger allemand qui avait eu une fracture du fémur parce qu'il avait mangé un coup de pied. En tout cas, l'histoire était dark un peu. Puis j'avais pris le chien chez moi, justement, dans le même sens, mais le chien avait 10 mois. Fait que je vous laisse imaginer, 10 mois, accaparé d'une patte, on s'entend, il peut pas faire grand-chose. Puis le chien avait été laissé à lui-même pendant, en tout cas, 1 ou 2 mois, là. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Puis à ce moment-là, la guérison de son fémur avait vraiment pas été bien faite. Fait que quand on l'a amené chez le véto, dans le fond, sa hanche était placée par-dessus, dans le fond, de son dos. Fait que à toutes les fois qu'il marchait, il était vraiment en douleur. Fait que j'ai pris la décision de faire l'euthanasie de ce chien. Mais c'est vraiment une décision qui est dure. Il faut vraiment, tu dis, est-ce que t'as assez fait? Est-ce que t'as pas assez fait? C'est tout ça. Il était en anti-inflammatoire pour essayer de calmer tout ça. Puis le matin du jour J de l'euthanasie, tu sais, moi, je m'étais dit, si jamais je trouve quelqu'un qui va vouloir le prendre en charge avec toute cette capacité-là, ça serait cool, tu sais, mais on s'entend que c'est un aspect financier. Ça me prend quelqu'un qui a des finances. Ça me prend quelqu'un qui connaît le malinois. Ça me prend quelqu'un qui a envie de lui donner de la liberté parce qu'il était écœuré d'être restreint, le chien, parce qu'il a juste vécu ça par sa patte. Puis le matin même de l'euthanasie, je vous le jure, OK, sa patte avant était rendue genre gros comme un tuyau de poêle. Fait que le chien avait juste un système immunitaire qui dépérissait par rapport à la situation, par rapport à tout ce qu'il y avait. Fait que finalement, moi, ça m'avait confirmé de dire, OK, garde, on fait la bonne chose. Mais la tristesse, mon Dieu, on a tellement pleuré parce que c'est vraiment triste comme situation. Puis on fait tout ce qu'on peut. Fait que tu sais, les gens qui font du refuge, là, qui veulent prendre des chiens, gardez en tête que ça reste quand même une option que on peut pas enlever. Que ce soit des chiens qui ont trop d'agression parce qu'ils ont trop de vécu, mauvais vécu ou qui ont appris des mauvais patterns, que ce soit des chiens qui ont des blessures physiques aussi, ça peut en faire partie. De garder en tête que ça reste une option, puis de pas se juger personnellement par rapport à ça, là. Et ne pas remettre en question ses capacités d'entraîneur, même si c'est bon de le faire, de prendre des notes, mais de garder en tête que le chien doit être bien aussi au travers de tout ça, puis les gens autour de nous aussi. L'aspect de sécurité, on l'oublie souvent, là. Je sais pas pour vous autres, là, dans le domaine canin, mais ça fait partie de la vie, là. Quand on a 85 livres, qui démontre de l'agressivité, vous devez mettre les gens en sécurité autour de vous aussi. C'est pas juste vous, là. Tu sais, il y a une Mais capacité à exactement, tu regarder, là. sais, de replacer un berger allemand de travail qui fait de la prédation sur les humains, bonne C'est chance. ça. Je veux dire, Exact.
C'est peut-être Donc, pas la meilleure. Ben, en fait, vous pouvez sûrement leur placer, mais en fait, c'est un peu l'aspect aussi de la responsabilité là, qui devient un peu difficile. C'est qui est responsable de ce chien-là, tu sais? Moi, je pense qu'en tant exactement. qu'entraîneur, si tu as évalué le chien puis tu sais qu'il fait de la prédation, tu sais très bien ça va être quoi les risques. Fait que si tu décides de replacer ce chien-là, les risques de morsure, la personne doit être consciente que ça peut arriver. Mais ça n'en, ouais, exact. C'est ça. Prédation sur l'humain ou prédation sur, tu sais, les autres animaux aussi, là, des fois dans la maison. Ça en fait partie. Dis-moi, je finis avec une dernière question, Simone, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose. Qu'est-ce que tu souhaites? Euh, Vas-y. oui, merci. J'allais finir avec ma dernière question, mais si tu quelque chose à rajouter, je t'invite. Ben, tu sais, pour continuer sur le changement de Oui? méthode, tu sais, là-dedans, tu sais, comme, qu'est-ce qui me faisait le plus peur? Tu sais, il y a beaucoup de gens que ça serait, ah, ben, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ou peu importe, ou qu'est-ce qui va m'arriver, au titre de carrière. Mais tu sais, personnellement, qu'est-ce qui venait vraiment me chercher, c'était que j'avais plein d'engagements avec plein de personnes qui ne s'étaient pas engagées pour une Simone qui change de méthode. OK? Donc, c'est-à-dire des Hmm. collègues avec qui je faisais une formation pour devenir éducateur canin, plusieurs collègues aussi avec qui je travaillais. Donc, c'est ça qui, pour moi, a été le plus difficile, donc de dealer avec ça. Donc, pour plein de raisons, ben maintenant, je suis vraiment plus libre. Ça veut pas dire que OK, maintenant, let's go, on retourne notre tradit, mais ça me Non, permet non. d'avoir cette parole-là qui est davantage déliée parce que sinon, avant ça, ben, je cherchais un peu à protéger, à être loyale envers mes collègues. Donc, pour moi, c'était plus ça qui était important, là. Puis, tu sais, je pense qu'à un certain moment, on avait prévu un podcast, puis finalement, mes collègues m'étaient revenus, puis non, non, Hmm. non, C'est correct. on veut pas Hmm. ça. Donc voilà, ouais. Ouais, puis tu sais moi, c'est une marque de respect aussi, tu sais, à travers tous les gens avec qui on travaille, de pouvoir justement suivre toute la gang aussi là. Puis tu sais moi, j'ai pas, de toute façon, je suis pas très dans le, je t'en veux parce que tu te présentes pas un podcast là. Tu sais, pour moi, c'est important de respecter chaque personne. Puis je suis contente qu'aujourd'hui tu sois avec moi parce que je trouve que ça apporte tellement une belle ouverture au domaine canin. Je trouve que ça apporte aussi une vision différente d'un monde qui pourrait vraiment être mieux. Puis c'est un peu ma question, c'est qu'est-ce que tu souhaites au monde canin, c'est pour les années futures? Qu'est-ce que tu lui souhaites avec tout ce qui s'en vient, avec toute la législation, tu sais, tout, comment tu vois ça? Ben, je dois avouer que je suis pas très au courant de la législation. C'est peut-être parce que je suis moins sur les réseaux sociaux. Mais en général, qu'est-ce que je souhaiterais au domaine canin? Ça serait sûrement puis aux gens en général, qu'on soit en mesure de comprendre et d'accepter qu'on va jamais toutes voir les choses de la même façon et à être d'accord avec ça. Donc, par exemple, même si on se posait la question, parce que tout le monde, tous les entraîneurs ne travaillent que pour le bien-être du chien. Comme c'est sûr, Ouais. on a toute cette intention-là, sinon, je veux dire, ça fait aucun sens. Il y a peut-être quelques personnes qui ont des problèmes de santé mentale puis que c'est par besoin de contrôle, mais autrement, la Hmm. majorité des gens, ben, c'est pour le bien-être du chien. Mais on s'entendra même pas jamais sur qu'est-ce qu'un chien qui est bien ou qui est bien éduqué ou Hmm. peu importe. Même ça, on s'entendra pas là-dessus. Donc, je pense que on doit vraiment prendre du recul puis se dire, ben, en effet, on sera pas d'accord et c'est correct. Et le fait de ne pas être d'accord dans un domaine, c'est présent dans 100% des métiers, qu'on parle Hmm. de la médecine, qu'on parle, par exemple, de quelles décisions politiques on doit prendre. Hmm. Donc, dans n'importe quel métier, on pourrait aussi parler de la nutrition, hein, où on voit toutes sortes de courants. Mais Ouais. c'est normal qu'il y ait plein d'idées que les gens ne s'entendent pas et à la place de voir ça de façon négative, moi, je vois ça plutôt comme un domaine qui est en santé. Je trouverais ça plutôt inquiétant que tout le Mhm. monde dise la même chose parce que ça impliquerait qu'il y a vraiment un haut niveau de contrôle sur l'information. OK? Donc, moi, ça me ferait davantage peur que de voir que, ah, OK, il y a vraiment des avis qui sont différents. Je veux pas dire qui ont toutes la même valeur au niveau logique. Mhm. Mais après ça, je trouve que il faut juste l'accepter et que ça reflète un domaine qui est relativement en santé. Même si on n'est pas d'accord, ça veut dire que les gens y réfléchissent et qu'il y a des idées qui sont créées, des choses qui sont essayées. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un point qui est quand même positif, mais il faut accepter que c'est normal qu'on sera jamais tous d'accord. Ça arrivera pas. Donc, tant qu'on Fait n'accepte qu'on pas se- ça, Tellement. Mais en fait, je peux pas, c'est ça. Je pense que faut apprendre à mettre son ego de côté puis apprendre à avoir les opinions des autres, là. Peut-être que
Je pense qu'au fur et à mesure, je trouve que le monde canin est différent depuis, mettons, depuis la COVID. Je trouve que le monde canin est un peu différent. Je pense que les gens sont plus aptes à accepter des nouvelles approches. Puis je pense qu'on va s'en aller tranquillement vers ça. Moi, c'était vraiment le courant un peu bannir les outils, tu sais, vouloir contrôler justement. Je pense que c'est ça moi aussi qui m'énerve, c'est le vouloir contrôler la direction où est-ce qu'on s'en va sans avoir une certaine nuance. Je pense que je suis d'accord avec toi que moi aussi, c'est ce qui me fait peur. C'est que si tout le monde fait la même chose, pense pareil, tout est comme dans un livre, là, c'est toujours je pense que ce qu'on va éliminer, c'est pas nécessairement la méthode, on va éliminer des chiens qui auraient eu du potentiel, mais qu'on n'a pas les méthodes adaptées pour pouvoir les travailler. Je pense que moi, c'est ça qui me fait le plus peur, hein. Ouais. Oui, peut-être. Puis aussi, on va se priver de nouvelles méthodes, peu importe dans quel spectre elles se trouvent, là, Mhm. on va se priver de ça. Ouais. Puis sincèrement, les outils ont été bannis dans de nombreux pays et les gens qui veulent les utiliser continuent à les utiliser. Donc, Mm. euh, on peut le faire, mais si au final les gens les utilisent quand même, si les lois sont pas appliquées, ben au final, ça sert à quoi? Là, c'est juste une œuvre de bonne foi, mais j'ai l'impression que ça changera pas grand-chose sur le terrain. Puis j'ai l'impression aussi que ça manque un peu de réflexion, surtout comme quand des outils, par exemple, comme le Alti, ben, sont vus comme une Mm. solution non aversive et non invasive pour l'individu. Donc, c'est-à-dire que les lois sont prises en conséquence de la logique suivante. On veut éliminer les aversifs, mais pourtant, d'autres outils aversifs sont symboliquement acceptés pour des raisons X, Mm. alors qu'ils peuvent faire des torts qui sont semblables ou même plus élevés. Mm. Donc, ça, c'est sûr que je trouve qu'on doit se poser plus de questions à ce sujet-là, là. Merci Simone, je te retiens pas plus longtemps. On a un petit peu dépassé notre temps, juste d'une Oui, petite demi-heure. On a quand même été bonne, parce qu'on aurait pu jaser comme ça un avant-midi temps. J'aimerais ça reprendre un podcast, peut-être sur des sujets comme plus comportement, là, tomber dans la neuroscience, et puis apprendre un peu plus si jamais tu en as envie. Je t'envoie l'invitation, on pourra se confirmer en dehors de tout ça. Merci pour le courage, merci pour ta présence, merci pour ton temps. C'est vraiment apprécié comme podcast, le petit podcast, excuse-moi. Puis je pense que les gens vont en vouloir plus de ce genre de discours-là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là. ben, tant mieux si on veut le plus. Je pense que ça va juste atténuer l'espèce de frustration ambiante à cause de camps qui ont été créés. Donc, merci de l'invitation. Donc, je vais prendre la balle au bon, je vais l'accepter. On pourra regarder ça ensemble. Puis, Mm. j'ai hâte de voir les échos des gens, s'il y en a, qui soient bons ou moins bons. Ah, ben, de la place, elle est là. Elle va être là dans les commentaires pour les gens. Merci, Oui, Simon. exact. Bye bye. Merci.